Chers amis, vidéo plus que lourde aujourd'hui, il est grand temps de s'occuper du cas Jack Lang. Alors, l'idée de cette vidéo, les amis, elle est simple. C'est que, regardez autour de vous, aussi bien sur YouTube que sur Internet, à ce jour, il n'y a que trop peu d'enquêtes qui ont réuni tout ce que l'on sait autour de Jack Lang, toutes les affaires dans lesquelles son nom a été mêlé, tout ce que l'on a découvert, toutes les casseroles qu'il y a derrière lui. Bref, aucune enquête ou presque à ce jour n'a réuni tous ces indices-là. Alors, en matière policière, on parle parfois de faisceau d'indices. Là, je ne vais pas vous mentir, c'est un réverbère. Se concentrer sur le cas Jack Lang, réunir toutes les affaires dans lesquelles il a été mêlé, où son nom a été évoqué, et voir un petit peu ce qu'il en résulte, tirer des conclusions de tout ça. Autre avertissement que je préfère vous donner en début de vidéo, on va parler de sujets lourds, vous vous en doutez, d'affaires très graves, voire sordides, et il y aura des détails qui ne doivent pas tomber dans toutes les oreilles. Au moins, c'est dit, vous êtes prévenus. Alors aussi les amis, autre et dernier avertissement, c'est promis, on a quelques vidéos sur YouTube, on le sait, qui ont été shadow bannées. C'est des mots anglais, moi je sais pas trop ce que ça veut dire, mais en gros les vidéos marchent bien. Par exemple, cette vidéo sur Brigitte Macron est à plus de 300 000 vues, mais personne ne peut la trouver sur YouTube. Et vous pouvez taper le nom, hein, le titre, ça tombe quasiment pas. Et ça veut dire ça shadow banné. On fout ta vidéo à l'index, comme on disait à l'époque. Donc sait-on jamais, voilà, si c'est le cas pour cette vidéo, n'hésitez pas, peut-être plus que d'habitude encore les amis, à la relayer sur les réseaux sociaux, la partager autour de vous par mail ou dans vos boucles WhatsApp, parce qu'il y a de fortes chances que personne ne puisse la trouver. Donc si vous avez envie que les gens découvrent tout ce qu'il y a autour de Jack Lang, on compte sur vous. On risque fort d'avoir besoin de vous. Alors, avant de parler des affaires qui concernent Jack Lang, quelques éléments de présentation pour bien cerner le personnage et savoir de qui on parle. Donc d'abord, du côté de sa jeunesse et de sa famille. Jack Lang est né le 2 septembre 1939 à Mirecourt, dans les Vosges. Son père, Roger Lang, et son grand-père, Albert Lang, sont des francs-maçons bien connus de la région. Plusieurs sources attestent de tout cela. Comme d'habitude, toutes les sources sans description de la vidéo, les amis, et notamment les livres que j'ai utilisés pour préparer cette vidéo, pour préparer cette enquête. Alors, le père de Jack Lang a repris l'entreprise familiale, l'entreprise du grand-père, à savoir une entreprise de récupération et traitement des déchets industriels. La mère de Jack Lang, j'ai nommé Marie-Luce Boucher, est la fille d'Émile Boucher, qui était instituteur du secteur également et franc-maçon notoire. Donc on est dans une famille dont tout le monde connaît le contexte et les liens avec la franc-maçonnerie, au moins c'est clair. Alors malheureusement, la famille Jack Lang va être frappée de plein fouet par la Seconde Guerre mondiale. Beaucoup de membres vont mourir, certains dans les camps de concentration et d'extermination. Donc la famille de Jack Lang va être vraiment meurtrie à cette époque-là. Au niveau de la scolarité, c'est plutôt brillant. Jack Lang obtient son bac en 1957, il rejoint l'université de Nancy dans la foulée, puis l'IEP Paris, donc en gros Sciences Po en 1959, il en sort diplômé en 61, il enchaîne sur une licence de droit en 1961, un doctorat en droit en 1967, il devient professeur et chargé de cours, bref, c'est une tronche. Alors, malgré tout ce que l'on va dire dans quelques minutes, on ne peut pas enlever à Jack Lang son attachement et son amour au monde de la culture. Très vite, Jack Lang se distingue avec sa volonté de faire rayonner la culture française. Donc, dès 1963, il est encore dans les études, il crée le Festival de théâtre universitaire de Nancy. En 1986, il contribue à la création du Prix Europe pour le théâtre. En 82, il lance la célèbre Fête de la musique. En 84, les Journées du patrimoine. Bref, que ce soit lors de ses mandats politiques ou avant, dans sa vie estudiantine, Jack Lang nourrit très tôt un attachement pour la culture française. Un pays comme la France, riche de grandes traditions artistiques, les industries de la culture, c'est un immense marché national et international qui, je pense, figurera au centre du renouveau économique. Alors, sur le parcours politique, là j'ai la liste sous les yeux, asseyez-vous parce que ça va être un petit peu long. Tous les mandats de Jack Lang, c'est un peu comme les condamnations de Sarkozy. Tu ne peux pas faire le tour en 3 minutes. On a une liste qui touche le sol. C'est un parchemin roulé sur plusieurs kilomètres, donc je vous lis tous les trucs. J'ai essayé de résumer. Conseiller de Paris entre 83 et 89, ministre de la Culture entre 80 et 86 sous Mitterrand, puis entre 88 et 92, puis entre 92 et 93, puis entre 2000 et 2002, maire de Blois entre 89 et 2000, député européen entre 94 et 97, député du Loir-et-Cher puis du Pas-de-Calais entre 86 et 2012. En janvier 2013, il est enfin nommé président de l'Institut du monde arabe en succédant à Renaud Muselier. Le grand-père avait une entreprise de recyclage des déchets, comme quoi. Ouais, c'est marrant.
Alors, le problème, c'est que les polémiques autour de Jack Lang, il y en a beaucoup. Et même en matière politique et en matière de pognon, on en a une concernant l'Institut du monde arabe, dont il a pris la tête il y a quelques années en arrière. Il faut en parler. Il faut en parler rapidement pour se mettre un petit peu en bouche, en guise d'échauffement. Le salaire de Jack Lang, c'est 10 000 € par mois à la tête de l'Institut arabe, donc on est pas mal. On est quand même pas trop mal. Et le problème, c'est qu'une polémique avait éclaté concernant ce salaire. Vous allez comprendre pourquoi. Déjà, 10 000 €, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et Jack Lang avait répondu dans les médias à ce moment-là, il avait précisé, c'est 9 000 € bruts et toc. Et il avait dit également, il serait, je cite, anormal que le président d'une grande institution comme celle-là soit sous-payé. Alors, bon, on est chez Juste Mieux, donc on est honnête intellectuellement, tu te dis, bon, le mec gère quand même l'Institut du monde arabe, donc c'est sympa. Peut-être qu'il y a une véritable action, peut-être qu'il y a des résultats positifs qui font qu'on peut comprendre son salaire, tu vois. Non. Non, parce que sa gestion est lourdement critiquée. C'était dans un article de Capital du 4 janvier 2017. On apprenait que l'Institut du monde arabe, sur l'année 2015, était en perte à hauteur de 2,5 millions d'euros, que la fréquentation était en chute libre. On est passé d'1 million de visiteurs en 2014 à 757 000 en 2015. On a appris également que la femme de Jack Lang, j'ai nommé Monique Businski, donc nom de jeune fille, mais aujourd'hui Monique Lang, elle était bénévole à l'Institut du monde arabe, mais elle faisait des notes de frais dont les montants n'ont pas été communiqués à la presse. Bénévoles et notes de frais. Donc voilà, donc demandez aux bénévoles des Jeux Olympiques s'ils ont pu faire des notes de frais, pas sûr. Ouais, c'est pas faux. Alors, on va rentrer petit à petit dans les sujets chauds, les amis, les sujets compliqués, les affaires lourdes autour de Jack Lang. Et déjà, il faut parler des comportements médiatiques de Jack Lang avec les soutiens qu'il a pu donner par moments de manière fort peu à droite. Pour un homme de gauche, c'est pas étonnant non plus. Mais au moment de l'affaire DSK, Jack Lang s'était exprimé. Il avait soutenu Dominique Strauss-Kahn, qui s'était fait shipper au Sofitel de New York, tout le monde s'en rappelle. Et Jack Lang avait dénoncé à l'époque, je cite, un lynchage. Et il avait déclaré « Il n'y a pas mort d'homme ». Il y a comme une sorte d'acharnement, de lynchage contre Dominique Strauss-Kahn. De la part de qui? D'un côté, de la part du système, ne pas libérer, alors qu'il n'y a pas mort d'homme, ne pas libérer quelqu'un qui verse une caution importante, ça ne se fait pratiquement jamais. Voilà, donc voilà un petit peu pour vous donner encore du grain à moudre. En mars 2019, l'Obs avait révélé que Jack Lang aurait reçu pour près de 50 000 € de costumes et pantalons du couturier italien Smalto pendant près de 15 ans. Donc 50 000 €, pour vous donner une idée, c'est 10 fois plus que François Fillon. Bon, qui a été, lui, dégommé par la justice. À mon avis, il y avait aussi une histoire de mono-sourcil, mais c'est pas le sujet. Mais on voit que sur ces affaires de fringues, quand la justice veut taper, elle tape. Jack Lang, non. Alors, une enquête a été ouverte pour abus de biens sociaux. Il y a une perquisition en décembre 2019, mais depuis, on sait pas. On sait pas. On sait pas. Pas de nouvelles, donc pas de nouvelles, bonne nouvelle. Et puis, bien évidemment, je ne peux pas vous parler de Jack Lang sans évoquer la pédocriminalité. Vous savez très bien, son nom est souvent évoqué dans des affaires de pédocriminalité, de nombreuses rumeurs, de nombreuses théories circulent autour de Jack Lang, et aujourd'hui, on va regarder tout ça. On va faire le tri vraiment et se confronter à toutes ces affaires-là. On ne sera pas dans l'ordre chronologique, les amis. Je voulais commencer déjà avec cette affaire de Marrakech, en mai 2011. Rappelez-vous, à ce moment-là, on a un article dans le Figaro le 28 mai 2011, donc le Figaro, vous connaissez la maison, je vous cite que des médias reconnus et validés par l'establishment, comme on dit. Donc, loin de moi l'idée de vous fournir des sources obscures, tout est en description si vous voulez vérifier naturellement. Donc, le Figaro du 28 mai 2011 nous fait un article intitulé « À Marrakech, un ex-ministre s'amuse ». Je vous lis en intégralité ce que lit cet article, qui est une dépêche. C'est un article relativement court. Je vous lis tout ce qui est publié dans Le Figaro à ce moment-là. La loi du silence peut aussi couvrir des crimes à l'étranger. Il y a quelques années, des policiers de Marrakech effectuent une descente nocturne dans une villa de la Palmeraie où une fête bien spéciale bat son plein. Les participants, des Français, sont surpris alors qu'ils s'amusent avec de jeunes garçons. Comme il se doit, la police embarque les adultes pris en flagrant délit. Parmi eux, un personnage proteste avec véhémence. Au commissariat, son identité est confirmée. Il s'agit d'un ancien ministre français. Le consul de France local est aussitôt avisé.
qui informe à son tour l'ambassade à Rabat. L'affaire est rapidement arrangée et l'excellence libérée sur le champ, peut embarquer dans un avion pour la France. Aucune procédure ne sera engagée contre quiconque au Maroc. Et bien que le tourisme sexuel soit en principe poursuivi par la justice française, cet homme n'aura aucun ennui à son retour. Notre source marocaine craint pour sa carrière, l'affaire a été étouffée faute d'éléments de procédure ou de témoignages. La loi nous interdit légitimement de nommer le personnage. Donc, vous allez me dire, t'es bien mignon Rémi, et je vous en remercie, mais il n'y a aucun lien avec Jack Lang dans ce que tu viens de lire. Sauf que l'affaire va s'emballer. 2 jours plus tard, à la télévision, sur Canal+, Luc Ferry, homme politique bien connu, ministre également, va déclarer ceci. Dans le magazine de cette laissez 2 semaine, minutes, là. vous avez un épisode qui racontait d'un ancien ministre qui s'est fait poisser à Marrakech dans une partouze avec des petits garçons. Bon, probablement nous savons tous ici de qui il s'agit. Très sincèrement, pas. Eh ben, moi je le sais, et je pense que je suis pas le seul. non, on va pas le dire. Et donc, si je sortais le nom aujourd'hui, l'affaire m'a été racontée par les plus hautes autorités de l'État, en particulier par le Premier ministre, mais aussi par... Ah, il est peut-être mauvaise langue, non? Pas du tout, au contraire. Mais vous avez des puisque, preuves ou pas? Non, mais moi, évidemment pas. J'ai simplement des témoignages. Et là, tout va exploser. Tout va exploser parce que cette déclaration, qui ne nomme personne une fois de plus, mais va secouer le microcosme parisien, aussi bien les élites médiatiques, culturelles que politiques. On sent bien que tout le monde voit de qui il s'agit, mais personne ne veut lâcher le morceau, même si on s'en rapproche de plus en plus à la téloche. Et c'est la déclaration de Luc Ferry. Alors, vous allez me dire, on n'est pas bien avancé. On ne sait toujours pas, finalement, de qui on parle, même si tout le monde semble au courant de cette affaire-là, mais on n'a pas de nom. On n'a pas de nom, mais on va en avoir un. Et c'est le Nouvel Obs qui va nous le donner presque 2 ans plus tard, le 15 janvier 2013. Le Nouvel Obs relate le fait que Jack Lang a été auditionné comme témoin en novembre 2012 par la brigade de protection des mineurs de la police parisienne. Donc, le nom ne sort pas, il n'y a aucune raison spécifiquement d'accuser Jack Lang, mais il va être quand même aussi auditionné comme témoin dans cette affaire-là. On ne sait pas vraiment pourquoi, on n'en saura jamais plus d'ailleurs. Et autre élément plus que troublant, on va retrouver dans les carnets d'Yves Bertrand. Alors Yves Bertrand, qui est l'ancien grand directeur extrêmement connu dans le tout Paris des renseignements généraux, donc l'ancêtre de la DGSI, des services intérieurs français. Yves Bertrand avait cette habitude de noter tout ce qu'il avait entendu, vu ou appris dans des carnets blancs. Les fameuses notes blanches qui sont restées célèbres, où à l'époque, bon nombre de politiciens allaient voir Yves Bertrand pour en savoir plus, obtenir des infos croustillantes, de sorte à avoir des moyens de pression contre des adversaires politiques en vue de chantage, de deal, de tout ce que vous voulez. Donc, assez simple, assez basique, la politique comme on l'aime, Baron Noir n'a rien inventé, et le problème c'est que l'on va retrouver dans les carnets d'Yves Bertrand, suite à l'affaire Clearstream. Donc tu vois, rien à voir, on est complètement dans une autre affaire, mais des perquisitions sont menées dans le cadre de l'affaire Clearstream. On va perquisitionner des carnets d'Yves Bertrand et on va lire dans l'un de ces carnets, je cite, « Lang à la Mamounia en novembre 2011, c'est le carnet de l'année 2011, s'est tapé des petits garçons ». Yves Bertrand va réagir, et c'est notamment un article de Libération publié dans la foulée qui va nous relater ça. Yves Bertrand va réagir parce que tout le monde se dit, s'il l'a écrit, sachant qu'on connaît la valeur des informations données dans les carnets d'Yves Bertrand. Et concernant l'affaire Jack Lang, Yves Bertrand va déclarer « Je me suis contenté d'alerter les autorités de l'existence d'une rumeur, parce qu'une rumeur a toujours une signification. Ce n'est pas parce que j'en ai parlé que c'est vrai. » Possible, probable que verbalement j'en ai rendu compte à une autorité, à mon autorité hiérarchique. Je dis bien mon autorité hiérarchique. Pourquoi n'y a-t-il pas eu d'enquête après son rapport? Yves Bertrand assure que son rôle se limitait à rendre compte de la rumeur. Le reste, dit-il, était entre les mains de sa hiérarchie. Si l'ex-chef DRG a dévoilé le nom des personnes au courant selon lui de l'affaire, il a en revanche refusé de donner le nom du ministre incriminé. Cette affaire de Marrakech n'est toujours pas réglée. On n'en sait toujours rien, où Jack Lang a été entendu en tant que témoin, comme je vous l'ai dit, mais on n'a pas de suite, il n'y a pas eu de continuité dans cette affaire, on ne sait rien de plus, mais ça n'est pas la seule affaire, vous vous en doutez. Et là, les amis, on va rentrer vraiment dans les sujets les plus lourds, les plus sordides concernant Jack Lang. Cette affaire du Corral en 1982, je vous donne le contexte, vous allez vite comprendre. C'est un lieu de vie à Émargues, le Corral est un lieu de vie à Émargues, dans le Gard, dans le sud de la France. Un lieu de vie connu pour, à l'époque, pratiquer des pratiques éducatives alternatives. On est après mai 68, on se dit que l'éducation telle qu'a-prise dans l'ancienne société aux mœurs étriquées, tout ça doit être changé, tout ça doit être secoué pour des pratiques nouvelles. Et ce centre accueille des personnes inadaptées, parfois même des handicapés, des personnes trisomiques. Bref, plusieurs types de personnes qui vont se retrouver dans ce centre-là et se retrouver au cœur d'une terrible machinerie. Pourquoi ce sujet qui est crucial n'a jamais été abordé par des grandes rédactions nationales qui ont 10 fois plus de moyens? Il n'y a pas
pire comme sujet. Il y a 10 ans, vous parliez de réseau pédophile, vous étiez taxé de complotiste. Enfin, ce sont des gens qui ont une puissance, et surtout, ils ont la puissance de faire taire tout le monde, quoi. La puissance de l'impunité. Et c'est pas rien, parce que d'entendre ces crimes qui dépassent l'entendement. Enfin, je veux dire, quand vous avez des enfants qui sont dépecés, qui sont martyrisés, enfin, je vous dis, mais c'est pas possible, l'homme ne peut pas faire ça. Et c'est justement parce que c'est pas possible qu'il faut faire quelque chose. Et il me montre un article de Libération. Il me dit, Pierre, c'est quoi ça? Il y avait marqué le virus du complotisme. Il y avait 15 pages. Et comment expliquez-vous qu'on meurt plus après la vaccination aujourd'hui? Il y a 60 000 morts en plus chaque année qu'avant la vaccination. Et je voudrais qu'on commence par cela, parce qu'un des épisodes, vous racontez cette extraordinaire, qui est, je dirais, un miroir non déformant d'une certaine réalité française. Racontez-nous qui est Joël. Un chirurgien, comme bon nombre de chirurgiens classiques, et qui a été pris un petit peu la main dans le sac en 2017. Il a fallu attendre 2017. Pourquoi? Parce qu'en 2017, il est allé voir sa petite voisine qui avait 5 ans. Et les parents, bien sûr, ont porté plainte puisqu'il l'a violée. Et les gendarmes, les policiers, quand ils ont fait une perquisition chez lui, ont découvert un carnet. Un fameux carnet sur lequel il notait tous ses viols. Voilà, donc après il notait lui-même. Il notait. Ah oui, il est noté. Ils ont découvert également des 73 ans ou 74 ans. Bon, c'est que voilà, quelqu'un qui a un âge. Chirurgien des hôpitaux, c'est bien ça. Absolument. Il a sévi dans plusieurs hôpitaux. Et donc par la suite, il y a une petite enquête qui a été faite et il y a eu plus de 349 victimes qui ont été dénombrées. Là, aujourd'hui, c'est un procès avec 299 parties civile, donc c'est assez tentaculaire, mais il faut bien comprendre que ce que met au jour ce procès, c'est toutes les dérives du système de santé. C'est colossal. C'est tout le système de santé qui est à revoir. Et ce que je voudrais pas, moi, c'est que Joël Le Squarnec devienne le bouc émissaire utile de toute une société qui n'a rien voulu voir, qui a fermé les yeux. Et ça commence par le Conseil de l'ordre, par également le Conseil de l'ordre des médecins, parce que voilà, il a été quand même en 2005. En 2005, il a été condamné pour détention de matériel pédopornographique. Il y a 20 ans. En 2005. Il a été arrêté en 2017. En 2005, il avait déjà du matériel pédopornographique. En 2005, rien passé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2006, le Conseil de l'ordre régional s'est posé la question de savoir si le fait de détenir du matériel pédopornographique, donc je rappelle, c'est une personne qui détient ce matériel, c'est qui jouit sur des viols d'enfants. C'est intéressant, quoi. Et il fallait savoir si... Alors, le Conseil de l'ordre départemental se posait la question de savoir si leurs collègues, leurs confrères n'avaient pas violé l'un des codes de déontologie du médecin, à savoir faire preuve de probité. Oui. Sur les 18... Tu ne nuiras point, hein. Sur les 18 médecins Conseil de l'ordre, il y en a 17 qui ont répondu non, il n'a pas violé le code. Il y en a un autre qui s'est abstenu. Est-ce qu'on réalise quand même? C'est-à-dire que dans la tête de ces médecins, d'avoir un chirurgien pris la main dans le sac avec quand même des cassettes, des documents monstrueux, hein. Il faut les voir. Moi, j'en ai vu. Hein. Il faut les voir des CD-ROM des descriptions de viols d'enfants. Non, c'est pas un danger. Donc, et ensuite, il a continué d'exercer. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Vannes, c'est un procès quand même assez extraordinaire parce que vous avez, c'est ouvert au public, donc on peut aller voir sur place, aller questionner. On est dans un centre de retransmission. On voit la défilée de tous les avocats, des victimes. C'est pas huis clos. C'est pas huis clos. Ouais. Il y a eu certains ont demandé le huis clos, mais sinon les 3/4 c'est possible d'entendre, d'écouter tous ces témoignages, d'écouter également les plaidoiries des avocats, des parties civiles, également de la défense. Et moi, ce que j'ai retenu, 2 choses importantes, c'est d'abord, c'est tout le système qui est défaillant. Le système de protection de l'enfant. Tout le système de protection de l'enfance a des failles colossales. Y compris l'aide sociale à l'enfance, la fameuse ASE, bien sûr, etc. Bien sûr. Et comme c'est un système qui fait intervenir différents acteurs, vous avez le Conseil de l'ordre, à la base, les médecins aussi, les collègues de travail de Joël Le Squarnec qui disent non, on n'a pas estimé, avoir du matériel pédopornographique, c'est pas forcément, voilà, il a reconnu que c'était une bêtise qu'il avait faite, non. Et donc, vous avez d'abord donc les médecins, le Conseil de l'ordre, ensuite vous avez les tribunaux, le procureur, vous avez le tribunal, le juge des enfants, le juge aux affaires familiales, l'ASE, l'aide sociale à l'enfance, et
tous ces acteurs ne travaillent pas ensemble. Il n'y a pas de relation. Il y a pas de... et donc, voilà. Mais Pierre, si l'un des acteurs grippe, c'est... juste que je ne comprends pas. Pendant tout ce temps-là, ça fait donc ça a sévi sur 20-25 ans. Oui. Hein, c'est bien, même peut-être plus. Peut-être plus. Les parents, ça peut... C'est compliqué. Et pourtant, c'était simple quand même de faire quelque chose qui était accessible à tout gendarme. Les gendarmes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand ils ont découvert ce carnet, ils se sont dit, bon, on va aller regarder, on va aller chercher toutes les victimes qui apparaissent dans ce carnet. Et pourquoi n'ont-ils pas demandé à la sécurité sociale la liste de toutes les personnes qui avaient opéré, Joël Le Squarnec? C'était simple. Il y en a entre 13 000 et 15 000. Alors c'est vrai que c'est quand même, enfin à peu près, hein, on estime. Ouais. Donc c'est comme ça que le responsable de l'enquête, de cette enquête qui est juste tentaculaire, a estimé qu'il n'y a pas seulement 300 victimes, mais environ peut-être 3000 victimes. Donc c'est inimaginable, c'est inentendable. Et là, en fait, quand vous dites, oui, vous voudriez pas... Oui, que vous voulez dire que le Joël Squarnec, qui va être évidemment condamné, ne voudrait pas qu'il soit... oui, on a réglé le problème de Joël Squarnec et voilà, circuler, il n'y a plus rien à voir. Exactement, c'est un loup isolé, comme tout le temps, hein. C'est un loup isolé, il n'y a plus rien à voir, alors qu'au contraire, là, ce qui est très intéressant dans ce procès, c'est qu'on a montré toutes les failles du système de protection de l'enfant, à savoir les protections, à commencer par le Conseil de l'ordre. 10% des plaintes concernant les abus sexuels auprès du Conseil de l'ordre aboutissent à une radiation. 10% seulement. Il y a 40% des plaintes qui ne sont même pas traitées comme une plainte. Donc il y a vraiment une omerta, il y a une... Et puis là, ce qui est intéressant, c'est que la presse s'est emparée de ce procès, parce que c'est vrai que c'est quand même assez exceptionnel. Mais j'espère que ça va aller plus loin. J'espère qu'on va aller demander. Là, ce qui serait intéressant, c'est aller demander des comptes, aller poursuivre des personnes qui n'ont pas pris, qui n'ont pas été à la hauteur de leur responsabilité, parce que chacun se défausse sur l'autre. Ah, c'est pas moi, j'étais pas là, j'ai pas vu, c'est pas de ma faute, c'est l'autre. C'est ça qui apparaît dans ce procès. Le nombre de médecins qui se sont défaussés à la barre, c'est criant, c'est affligeant.